canard, toi la peau est croustillante et tout, c'est du vrai. On n'est pas là pour rigoler. Et Antoine, si vous deviez enlever une seule chose entre les livres et le vin, vous enlevez quoi? S'il fallait que je supprime le livre ou le vin, ouais. Oh, c'est une question très difficile. Ouais, elle est dure celle-là. J'aime autant l'un que l'autre. Mais quand même, peut-être que j'enlèverais le vin parce que on peut vivre sans vin, mais c'est compliqué de vivre sans livre. Ça, c'est la réponse politiquement correcte. Si vous ne pouviez pas me répondre autre chose. Non, effectivement, je ne pouvais plus lire du jour au lendemain, ce serait horrible. Le vin, j'aurais du mal à m'en passer, j'adore ça. Mais bon, moi, je boirais de l'eau, c'est pas très grave. Alors que plus jamais lire, ça me ferait chier. Enfin, ça m'emmerdera. Les deux servent à rapprocher les hommes. Ouais. En même temps, vous êtes fait plus de copains en buvant des coups ou en lisant des livres? En buvant des coups. En buvant des coups, mais c'est vrai que comme moi j'ai... Bon, voilà, j'ai un parcours classique, donc je suis allé dans un cours, tout ça, et ce qui m'a fait aimer ce métier, c'est les textes. Donc les textes, on se les récitait, on se les apprenait avec les potes, on se déclamait ça, etc., au cours Florent. Donc c'était assez mélangé, finalement. Il y avait à la fois la culture du vin, et en même temps, ça s'accompagnait de littérature ou de théâtre. On est à la Belle Hortense, cave, librairie. Pas mal, le bar littéraire. J'adore. Un endroit qui effectivement mélange la culture et le côté vinicole, c'est formidable. Tu sais, comme disait Blondin, la littérature, c'est des litres et des ratures. C'est que ça, la littérature, c'est des litres et des ratures. Non mais... Il parlait des verres de contact aussi. Verres de contact. C'est ça, les verres de contact. Oui, exactement. Mais... oui, c'est un mélange des deux, quoi. Sans faire l'apologie, évidemment, de l'alcool. Il y a eu beaucoup d'acteurs qu'on connaît qui étaient quand même dans l'ivresse et qui ont écrit des très belles choses. Pas toujours, parce que quand tu es bourré, je crois que tu fais pas de choses très très belles. Hemingway disait qu'il écrivait le matin de bonne heure parce qu'il picolait pas. Après, il picolait. Mais les meilleures pages qu'il ait faites, c'était quand même des pages quand il n'était pas bourré. Mais mélanger, tu vois, là tout à l'heure, je regarde là, les lire tout en mangeant ce magnifique confit de canard, c'est formidable. Vous avez déjà joué, vous, sous alcool? Non. Non, c'est impossible. Alors, au cinéma, ça peut l'être. On peut être un peu éméché et livrer des choses qu'on ne livrerait pas si on est à jeun. Une petite ivresse peut parfois être bien parce qu'on oublie la caméra, etc. Mais ça peut peut-être m'arriver une fois ou deux, mais très peu. Non, j'aime bien être dans le contrôle, en tout cas, quand je fais ce métier. Puis au théâtre, jamais. Alors là, ça serait une horreur. Ah oui. Rentrer sur scène bourré ou légèrement éméché, je détesterais parce que là... Est-ce que vous avez déjà joué avec des gens qui étaient dans cet état? Non, mais moi, un jour, je jouais avec Belmondo. Ouais. J'ai joué avec lui la puce à l'oreille très longtemps. Et un soir, après la représentation, j'avais été dîner avec mon cousin, je me souviens, un pied de cochon, qui était ouvert très tard. On avait vraiment prolongé la soirée. On avait bien picolé, bien bouffé. Et le lendemain, j'étais encore un peu bourré. Et quand je suis arrivé sur scène, j'avais l'impression, pourtant beaucoup de temps s'était passé, que j'étais encore un peu dans le Baseux. Et j'étais pas bien parce que je me dis merde, est-ce que je vais me souvenir du texte? Non, ça me panique, ça, pas du tout. Bon, pourquoi on est là? Parce que vous faites un spectacle. Oui. Et vous lisez pas les lignes, vous lisez entre les lignes. Je lis. Mais entre les lignes, c'est blanc. Je lis entre les lignes. Alors, c'est pas les lignes, hein, on a compris, c'est les lignes de littérature. Ça faisait très longtemps que je voulais raconter ma passion pour la littérature, pour certains poètes, tout ça, et puis avec mon co-auteur Pascal Sériès. Et C'est parfait. C'est délicieux, ce confit de canard, on reviendra. Hein. Et donc, oui, je suis très content, c'est un voyage, j'emmène les gens avec différents auteurs, je les lis, je les récite, je les fais lire, c'est interactif, je parle de tout, des présentateurs de JT qui ne sont pas des journalistes, tout est lecture. Je commence mon spectacle en disant je vais vous lire un texte qui m'émeut particulièrement et que je lis tous les soirs avant de m'endormir, donc on s'attend à du Shakespeare ou du Flaubert, et je lis une notice de médicaments. Donc les gens se marrent, et je dis mais vous voyez, mais ça reste de la lecture. Je parle des panneaux routiers, je parle des annonces publicitaires, je parle de ce qui est le plus lu aujourd'hui malheureusement, ce sont les textos.
Je parle donc des journalistes, des présentateurs de JT qui ne sont pas des journalistes, mais des lecteurs, puisqu'ils lisent le prompteur. Tout est lecture. Mais il ne faut surtout pas culpabiliser. D'abord, moi, il y a beaucoup de gens qui lisent 100 fois plus que moi. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai une fascination pour le livre. L'objet est livre. Ah, c'est vrai, moi j'ai un peu du mal à les jeter. Acheter? À les jeter. Ah, moi, je peux pas. Enfin, ou à les jeter ou m'en débarrasser, qu'ils soient plus dans ma bibliothèque. Dès que je les ai lus, je veux qu'ils soient dans la bibliothèque. Et c'est sympa, c'est quelque chose qui vit un livre. Alors, ce que tu peux faire, par contre, c'est parfois le laisser sur une aire d'autoroute ou sur un abri de bus. C'est sympa, c'est ce côté, on donne le livre à quelqu'un qui va le reprendre. Je ne peux pas rentrer dans une librairie sans acheter un livre. Il faudrait m'interdire. Vous allez être obligé d'en acheter un. Alors. Forcément. Bah, non, parce que je suis venu à poil. Bah, je vais devoir vous inviter à vous prendre un livre. C'est vrai qu'au départ, c'est les acteurs que j'écoutais qui disaient des grands textes, ou Laurent Terzieff, qui disait des poèmes formidables. Je me souviens, on m'avait offert beaucoup de disques comme ça, mes parents, on m'avait offert des disques comme ça, parce que j'étais déjà intéressé. Alors j'ai écouté ces grands auteurs, ces grands acteurs dire ces grands auteurs. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de les lire après. Ça m'a vraiment inspiré. Mais le bouclier, j'ai l'impression que vous êtes aussi devenu acteur parce que ces types-là vous impressionnaient. Donc finalement, si vous avez lu ces textes au cours Florent et ailleurs, c'est aussi parce que ces mecs-là vous ont donné envie de faire ce métier. Exactement. La boucle est bouclée. Et vous avez une sorte de toc imitationnel. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les imiter. Non. Mais sur moi, c'est malgré moi. Hein. C'est un truc que j'ai depuis tout petit, que j'ai jamais travaillé. Cette espèce de fascination pour certains acteurs m'ont amené à les imiter, mais je n'ai jamais travaillé aucune imitation. C'est un don que j'ai. Et j'ai commencé par imiter les gens sur l'île de Bréa, où j'ai passé toutes mes vacances. J'imitais pour faire plaisir à mes grands-parents. J'imitais le livreur de vin, je faisais rire mes cousins, etc. Et alors, il donnait quoi, le livreur de vin? Coco, avance au Charonne, ceci est arrivé. Coco, le petit Louis, il est arrivé avec sa charrette et son âne. Coco. Coco, c'était l'âne. Ouais. Avance donc, Charonne, peux-tu t'avancer? Et un jour, je l'ai imité devant lui. Il me dit, t'as une drôle de voix. Je dis, ben non, j'ai pas une drôle de voix. C'était surréaliste. Donc ça a commencé comme ça. Gérard Philippe, dont j'écoutais les disques quand j'étais petit, quand j'ai passé ma première audition chez René Simon Cours-Simon, on m'a dit, qu'est-ce que vous passez? J'ai dit, j'ai passé Ruy Blas, la tirade de Ruy Blas, mais j'ai imité. Sans le faire exprès, j'imitais Gérard Philippe que j'avais écouté. Bon appétit, messieurs. Aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Parce que c'était très chanté. Maintenant, ça paraîtrait totalement démodé, mais sur le disque, il jouait comme ça. Hein. Bon, il y a un truc chez vous. Vous êtes connu pour être un comédien, un acteur. Vous êtes connu beaucoup parce que vous êtes un imitateur. Ouais, mais ça, c'est venu assez tard. Après, ouais. Et vous êtes aussi connu parce que vous connaissez tout le monde. Comment on devient... Non, mais c'est vrai, comment on devient... Je ne pas tout le monde, mais... Comment on devient copain des stars? Alors... Non, mais ça m'intéresse, parce que... Je suis pas copain des stars. Copain des stars, c'est le mec... à Paradis qui va dans toutes les soirées. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai été... Je connais beaucoup d'acteurs. Même des stars. Non, j'ai été ami de mecs que j'aimais, que j'admirais, qui se trouvent être des stars. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'amitié. Non, mais c'est pas n'importe qui. Eh non, bien sûr, mais je suis pas. Sinon, on va dire c'est l'espèce de mec qui est fasciné par les stars. Non, non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout l'espèce de mec mondain qui traîne avec les stars, qui va dans toutes les soirées. Pas du tout. J'ai eu l'amitié de gens qu'on ne drague pas, parce que c'est eux qui vous donnent leur amitié ou pas. C'est ça. Et j'ai eu l'amitié effectivement de Johnny, de Jean-Paul Belmondo, de Charles Aznavour, entre autres, et de Pierre Richard, etc. Mais parce que là, on parle pas du... Non, j'ai bien compris. Mais quoi, enfin, c'est... Parce que là, il y a un rapport. Il aurait fallu leur demander à eux. Parce qu'il y a un rapport. Quand on sera un copain, on arrive d'égal à égal. Ouais. Plus ou moins. Là, vous arrivez en tant que quasiment, pardon, vous le dites, admirateur, groupie de ces mecs-là. Et ces mecs-là, ils ont pas envie des groupies. Non. Mais moi, je suis pas une groupie, c'est autre chose. Voilà. Moi, je suis pas une groupie, je suis pas un fan de base. Enfin, je dis pas ça pour faire un genre, mais c'est pas ça, c'est que... Fan, c'est autre chose. J'aimais ce type-là. Ouais. Et encore une fois... Il faut pas les flatter, ces mecs-là. Mais non. Voilà. Ils sont entourés de flatteurs, voilà.
D'ailleurs, c'est Moi, pour ça que je vous demande. Vous n'êtes pas comme tous ces gens. Non, parce que j'ai été comme j'étais. Je crois que le truc qui leur a plu, c'est que je les ai fait rire. Parce que j'aime faire rire les gens. Les anonymes, comme les copains, comme... voilà, donc on parlait de ces stars-là, parce que c'est vrai que c'était des stars. Jean-Paul, c'était mon héros d'enfance et il m'a donné son amitié. Mais c'est lui qui est venu vers moi. On ne drague pas ces gens-là. Johnny, pareil. Il avait un rapport très sain. Très... Je n'oubliais jamais qui ils étaient, bien sûr. Il n'y a jamais eu de familiarité. Et je crois que c'est parce que j'ai jamais été familier qu'ils m'ont aimé, respecté et qui m'ont amené dans leur amitié. Et c'est vrai que je les ai fait beaucoup rire. Jean-Paul m'a fait énormément rire et je l'ai fait aussi beaucoup rire. Et à ses funérailles, son petit-fils Victor Belmondo, qui fait une très jolie carrière, m'a dit « Tu sais, pour nous, les petits-enfants, tu étais comme un oncle. » Ça m'a beaucoup touché. J'ai aimé avant tout l'homme, les hommes qu'ils étaient. Et je crois qu'ils aimaient aussi mon rapport simple avec eux. Qui fait qu'ils ne savaient pas que j'étais là par intérêt, j'avais rien à leur vendre, rien à leur piquer, j'étais vraiment uniquement... Quand j'ai amené le film Jean-Philippe à Johnny, après il a voulu que je sois à tous les rendez-vous, je suis allé pour lui. À ce qui paraît, vous êtes à l'origine du film. Oui, vraiment, mais je suis allé... Racontez-moi ça. Parce que... Je vais vous le raconter, mais je suis allé... J'ai tout fait par amitié pour lui. D'autres auraient pu demander du pognon. Ouais. Moi, je l'ai jamais fait. Non, il se trouve que ma copine Barbara Schultz a un ami qui s'appelle Christophe Turpin, qui était inconnu au bataillon, qui était un jeune scénariste, qui avait écrit un scénario pour Johnny et Lucchini. Et elle me dit, écoute, voilà, elle m'appelle, elle me dit, il y a un scénario formidable pour Johnny. Ça t'embêterait pas de le faire parvenir à Johnny? Moi, j'aime pas ça, parce que je veux pas surtout faire... qui pensent que je profite justement de leur notoriété. Typiquement. Surtout pas. Ouais. Mais, comme il aimait beaucoup Barbara Schultz, j'ai appelé Johnny, j'ai dit, écoute, voilà, je veux pas t'emmerder, mais il y a un copain à elle qui a écrit un scénario, etc. Et Johnny me dit, bah, écoute, apporte-le-moi, je vais le lire avec grand plaisir. Et il le lit dans l'heure, pratiquement, il me rappelle une heure après, il me dit, je vais le faire. C'est formidable. Donc j'appelle Barbara, qui appelle le jeune producteur qui est sur le cul, et puis c'est parti, la machine est lancée. Et Johnny me dit, maintenant que c'est toi qui m'as apporté le scénario, tu vas venir à tous les rendez-vous. Alors, je raconte ça dans mon livre. Et donc, on voit un premier metteur en scène dont il veut pas. Après, je fais la liaison avec Fabrice Lucchini. Je l'emmène voir Knock. Enfin, j'ai beaucoup œuvré pour ce film. La discussion Lucchini-Johnny doit être extraordinaire. Ah, bah, la pour vous, l'imitateur que vous êtes, a dû se régaler en les voyant. Bah oui, parce que après Knock, on est allé déjeuner dans un restaurant de Johnny, là, et puis Fabrice s'est levé, il a fait toutes les chansons à Johnny. Johnny m'a dit, je savais pas qu'il était aussi fou. Et Fabrice s'est levé en disant, quoi, ma gueule, qu'est-ce que la mec... Enfin, il a tout chanté à Johnny. J'étais surréaliste, et puis amener Johnny voir Knock au Théâtre Antoine, une pièce de Jules Robin, la tête des gens quand ils voyaient le rock'n'roller arriver dans cette salle de théâtre. C'est vrai, il n'y a pas de place pour les jambes. Ça va? J'étais surréaliste. On y va? Bah oui, parce qu'on a la suite de notre... Je finis ça? Enfin, il faut quand même qu'on regarde les bouquins. Hein. On va regarder les bouquins, mais justement, ça continue. Francis Huster, mon professeur. Bah oui, on va en parler, mais n'en parlons pas tout de suite, parce qu'on va sur les lieux du crime tout à l'heure. Bien sûr. Ouais. Alors ça, je l'ai pas, mais j'aime beaucoup cette collection. Les dictionnaires c'est formidable, dictionnaire amoureux, il y a plein de trucs, j'en ai beaucoup, des dictionnaires amoureux. Mais j'ai pas celui de Francis. Je peux pas tout avoir, mais tout m'intéresse, tu vois. Là, j'ai vu l'histoire de l'œil tout à l'heure. Histoire de l'œil, alors ça, c'est un bouquin très très connu que j'ai jamais lu, de Georges Bataille, un bouquin érotique. J'ai pas lu. Ah non. Érotique, très érotique. Il faut que vous nous lisiez un passage. On ouvre une page là au hasard. D'aucune façon, Simone ne pouvait relever sa robe et poser son cul sur les couilles. Elle avait gardé l'assiette dans les mains. Je voulus la baiser encore avant que Granero ne revînt, mais elle refusa. Les éventrements de chevaux, suivis, comme elle disait, de pertes et fracas, c'est-à-dire d'une cataracte de boyaux, la grisaient. Il n'y avait pas encore, à cette époque, de cuirasse protégeant le ventre des chevaux. Vous voyez, hein, je ne l'ai pas inventé. Ah oui, non. Ah non, mais c'est très, très, très... Voilà, elle venait toujours après ses accès se mettre dans mes bras, son cul dans mes grandes mains. Elle restait sans bouger, sans parler, comme une enfant, mais sombre. Elle ajouta que l'odeur du cul d'épée était pour elle l'odeur de la poudre, un jet d'urine. Bon, on va arrêter là. Je suçais le sein de... Non mais vous voyez, c'est très très...
évidemment cru, mais c'est considéré comme un chef-d'œuvre. C'est Georges Bataille quand même. Oui. C'est pas de la pornographie à 2 balles, c'est quand même un grand roman. Mais je l'ai jamais lu, donc je vais le prendre. Voilà. C'est fait. C'est comme chez Pivot. Non, mais alors, comme chez Pivot. Vous voulez qu'on prenne un bouquin? Ah bah je vais le prendre celui-là. Voilà. Allez, comme vous savez, comme disait Pivot, vous l'avez pas, bah, je vous le donne. Vous l'avez pas lu, je vous le donne. Non, on va voir s'il y en a peut-être d'autres. Ah oui, un seul. Ah, il faut faire un choix. Non, mais j'en prendrai qu'un seul, mais on va voir s'il n'y en a pas d'autres qui me titillent. Il faut faire un choix, le choix du roi. Faites-moi cette bibliothèque en Lucchini. Ah bah alors voilà, je vais te dire mon grand, c'est pas compliqué, il y a du Romain Gary, c'est énorme. Il y a du très très lourd, regarde, ça va très très loin, il y a du Hervé Guibert aussi, c'est énorme. Welbeck, il est énorme, la possibilité d'une île. Blaise Sandrard, la main coupée, il l'a eu. T'as aussi du Carrère, il y a un truc, il y a du Céline, je peux te dire qu'il y a du très très lourd, là c'est très très large. Ça, il faut le lire quand même, sa vie et destin. Combien ça fait de page? Ah oui, 1213. Alors, il faut 6 ans, mais... Il faut 6 ans, voilà. Je l'ai lu en une nuit. Comme dirait Woody Allen, j'ai lu Guerre et paix avec une méthode rapide. Ça parle de la Russie. Voilà, Tolstoï. Jean Genet, Journal du voleur, formidable. Non, il y a du très 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 lourd. La promesse de l'aube, mon chéri. Ça, c'est énorme, ça. Ça, je l'ai jamais lu, tu vois, La promesse de l'aube. Ah ouais, non? Non. Vous l'avez lu? Ouais, j'ai lu La promesse de l'aube. Ça vous a plu? Ouais, c'est formidable. Vous avez pas vu le film non plus? Non. Avec, je crois que c'est Ninet et Charles Gainsbourg. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu, mais par contre, La promesse de l'aube, je l'ai jamais lu. Ah, et je crois que c'est formidable. Peut-être que c'est en concurrence avec Georges Bataille. Alors on le met de côté. Ouais. Alors, vous savez qu'il va falloir qu'on avance parce qu'on a quand même une soirée. Allez, on y va. Bon, alors on y va. Il y a La promesse de l'aube. Ah, donc vous partez avec La promesse de l'aube? Ben, je me demande. Ouais. Ou alors L'histoire de l'œil. Ou alors peut-être La panthère des neiges. Ou peut-être Tim Burton. C'est magnifique aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Les illustrations. Je pars avec ça, Je pars avec vous. Allez, on part loin. Bataille ou Gary? Ben, je suis dans une bataille, justement. Ouais. Alors, il vous fait de l'œil, l'histoire de l'œil. C'est pas mal, hein? Ouais. Mais ça, c'est quand même énorme, ça. Ouais, il faut l'avoir lu. Il faut l'avoir lu. Ah, ouais. Bon, allez, je vais prendre celui-là. Allez, d'accord. Allez, La promesse de l'aube. Allez, c'est parti, La promesse de l'aube. La promesse de l'aube. C'est bon, je vais prendre un petit coup de... Allez, on y va. C'est parti. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, c'était délicieux. Merci, et je reviendrai vous voir. Bon, allez, on part à pied à travers la ville. Allez, c'est Vous parti. êtes un Parisien, hein? Alors, maintenant, je suis plus parisien parce que je suis vincénois, mais j'ai été pendant 30 ans vous savez parisien. que pour tous les gens qui Oui. qui n'habitent pas en région parisienne, vous êtes un parigot, hein, à Vincennes. Bien sûr. Vous l'aimez, cette ville? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est quand même une ville, on peut la critiquer, elle est fatigante, on peut plus circuler, enfin bon, tout ce qu'on connaît, mais en même temps, ça devient de plus en plus piéton, et moi, je trouve ça quand même assez sympa, la preuve. Ouais. Et puis, c'est une ville où il y a tellement de possibilités. D'abord, c'est une des plus belles villes du monde. Et puis, on peut aller voir plein de trucs, il y a tout, quoi. Il y a les expos, regardez là, cette rue des Rosiers. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'on est anonyme dans Paris. On est anonyme. Enfin, anonyme, pas moi particulièrement, encore que, bon voilà. Mais à Paris, vous savez, les gens sont quand même très sur leur téléphone. Non, ça va. Mais bon, c'est vrai qu'il y a oui, c'est vrai que quand on connaît les petits villages, voilà, où on ne peut rien faire sans que le voisin, le voilà, cousin, c'est ça que je veux te dire. C'est ça que je veux dire. Ouais. Alors évidemment, après, moi, quand les gens viennent me parler, c'est très sympathique. Mais surtout en province d'ailleurs, parce que Paris, les gens sont un peu sur eux-mêmes, sur leurs écrans, ils sont un peu ça. Mais c'est vrai que on est anonyme dans cette ville, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui vous guette. On peut se perdre encore, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. On se noie dans la masse. Vous comprenez, Thibaut? Ouais, je comprends très bien. On se noie. C'est-à-dire que même votre voisin de palier, il ne sait pas ce que vous faites dans la vie. Il peut ne pas savoir ce qu'on fait dans la vie. Et ça, c'est pas mal. Moi, ça me déplaît pas parce que, comme disait Jouando, je crois, ce grand auteur, moi, je suis un solitaire qui a besoin de compagnie. Donc, même dans la foule, j'aime bien être solitaire. Et quelquefois, j'aime me barrer. Mais c'est dans la foule, parfois, qu'on peut être le plus anonyme. Exactement. C'est dans la foule. Et la foule parisienne, on peut être très anonyme, alors que dans d'autres villes, c'est plus compliqué. Et donc, quand on est anonyme, on peut à nouveau être voyeur. J'entends voir les choses sans être vu. Regarder une belle porte, regarder en haut. Mon copain Jean Dujardin, on se baladait souvent comme ça la nuit dans Paris, on le fait souvent. Il me dit, on regarde pas assez en haut. Et il a raison. Il faut regarder en haut. Il y a des trucs, on découvre encore des trucs à Paris. Depuis combien de temps on vous reconnaît vraiment dans la rue?
Ah, je dirais depuis... c'est arrivé tardivement par rapport à certains, bien sûr. Ouais. Je dirais c'est autour de la quarantaine, Ouais. 35-40. Je dirais Donc c'est quoi? C'est camping? c'est beaucoup Un peu. camping. C'est avant tout le film de Lelouch, Tout ça pour ça. Ah, qui est déjà là. tout ça pour ça? Oui, Ouais. les gens commencent à me reconnaître. On en parle beaucoup, hein, même encore maintenant. Oui, mais tout ça pour ça, est-ce que ça avait fait autant d'entrées de camping? Non, mais c'est un milieu film. qui vous... Qui... Ouais, peut-être, mais enfin, je suis c'est pas un- sûr que ça avait fait 3 millions, 4 millions Non, d'entrées. non, mais ça avait fait un gros succès hein, Ouais, quand même. ouais. Mais les gens, quand même, dans la rue, me reconnaissent. Me disent, tiens, c'est le mec de Tout ça pour ça. Et il y a le clip de Patrick Bruel, aussi Place des grands hommes. Ah ouais? Ouais, c'est très Parce amusant. qu'aujourd'hui, les clips, je suis pas sûr que les gens les regardent. Ah non, mais à l'époque, on les regardait beaucoup, c'était Mais c'est vrai marrant. que vous êtes dans le Place des Grands Hommes. Vous êtes un des potes. Ouais. Vous êtes qui? les rendez-vous Pascal en disant même jour, même heure, même pomme. Après, il y a eu effectivement le phénomène camping. Bon, bah, évidemment, camping, là, gros succès populaire. Et en même temps, Agatha Christie aussi. Comme disait André Gide, il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. Et moi, les choses sont venues progressivement. C'est vrai qu'on me parle beaucoup de camping. Et ce sera à vie. Je suis le bouffeur de Minou. Dans la rue, on m'appelle le bouffeur de Minou. Ah oui, encore? Polo Gatineau. Ah bah, tout le temps. Polo, le bouffeur de Minou. J'étais en Bretagne il y a 15 jours, il y a un mec qui me dit « Oh, le bouffeur de Minou !» Non, mais ce sera à vie. Quand j'étais avec mon fils qui avait 9 ans, on m'appelait le bouffeur de Minou, c'était compliqué de... Mais c'est comme ça, c'est comme les bronzés, pour les quand bronzés. vous faites, voilà, c'est Quand ça. vous faites camping, est-ce qu'à ce moment-là, on peut se rendre compte du succès que ça va être ou pas? Non. Des comédies françaises comme ça, il y en a un paquet qui sont très mauvaises et très ratées et qui font Ouais. des bides. Et elle aurait pu tomber dans... Alors, elle, pas du tout. C'est un succès pas- énorme, il y a culte. Tout le Mais monde parce connaît que- les vannes, les répliques, Mais c'est... parce qu'il y a une sincérité. Voilà, ouais, c'est Et ça. le public... On a vu beaucoup de comédies où on prenait tel acteur connu avec telle actrice connue, etc. On remue, etc. Ça marche pas. Parce que souvent, c'est pour faire des coups. Et Ouais, le public, ouais, il c'est s'en ça. fout des coups. Là, c'est encore une fois un film totalement sincère, qui vient de l'enfance de Franck. À partir de là, on peut pas savoir qu'on va faire 5 millions d'entrées et qu'on va nous en parler 20 ans plus tard. Puisque ça fait quand même 20 ans qu'on a fait le premier. Donc moi, la scène avec Mathilde, qui est une scène culte, où elle me montre ses jolies fesses, tu l'as vu mon cul, bah, tu le verras plus, bah, il y a CD, qui est vraiment une scène culte, on l'a fait il y a 20 ans. On ne peut pas savoir quand on la tourne Ouais. en une journée et demie. Bonjour, on ne peut pas savoir que cette scène, on va m'en parler 20 ans plus tard. Vous savez Les que là- Gatineau, je ne sais pas qu'on va en parler. Là, non, quand je tourne toute la journée Non. dans un restaurant, voilà, ça, et qu'on retourne la scène le lendemain, que je rebouffe des bulots à 8h du matin, on sait que la scène est drôle, mais de là à ce qu'on nous en parle dans 20 ans, et pendant 20 ans, non, on ne peut pas savoir. Mais savez c'est ça que qui est génial il y a avec le encore cinéma. quand- Sinon, on ne ferait que des succès. Oui. Je me suis retourné, mais regardez ce coucher de soleil. Enfin, c'est quand même Oh, absolument c'est incroyable. sublime, c'est sublime. Voilà, ça c'est beau. J'aime beaucoup Paris, l'été, quand ça s'est vidé comme ça. J'adore ça. J'ai l'impression que vous êtes parfois d'une autre époque. Parce que vous parlez tellement souvent des anciens acteurs. Et c'est vrai que ces anciens acteurs des années 60, 70, 80, 50 même parfois, même avant, Oui, j'adore. Mais parce que vous en c'est... parlez et la seule chose qui nous reste de ces années-là, finalement, c'est les films, pour voir comment ça se passait. Bien sûr. J'aime les Jouvet, j'aime les Michel Simon, j'aime les Harry Bor, parce que ce sont des acteurs exceptionnels et qui, eux aussi, m'ont donné envie de faire ce métier et que je regarde volontiers. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs formidables d'aujourd'hui, hein, bien sûr, je peux les citer. Hein. Mais moi, j'ai été élevé, puisque j'ai l'âge que j'ai été élevé par Gabin, par Ventura, par Belmondo, par Delon, par tous ces acteurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc c'est normal. Noiret, c'est pour ça que je parle d'eux, parce que... Je crois que Noiret, c'est c'est- votre meilleure imitation. Alors mon grand, comment ça va? Je suis vraiment content de faire cette déambulation dans Paris. Ça va mon petit Thibaut? Non, c'est vrai, comme il disait, le voyage est court. Il faut le faire en première classe. Mais j'aime bien ces Vous avez un acteurs. peu la tête de Noiret. Mais on me le dit, Ah oui. c'est marrant, vieillissant. Alors je vais vous raconter un truc très très drôle. L'autre jour, il y a un mec, j'étais en Bretagne, il vient me voir, il me fait « Monsieur, j'ai cru que vous étiez Philippe Noiret, mais j'ai été regarder sur mon téléphone et j'ai vu qu'il était mort. Donc j'ai compris que c'était pas vous. » C'est-à-dire que le mec, carrément, on peut me dire parfois, ça m'est arrivé, vous ressemblez, vous me On vous l'a faites déjà penser dit. à... Oui, mais de là à me prendre pour Philippe Noiret, qui est mort, le pauvre, déjà en 2006, faut y aller quand même. Mais je suis très fier.
La politique, elle vous intéresse ou pas? Et est-ce que c'est un sujet sensible pour les acteurs? Moi, je dois avouer la vérité, ça m'intéresse pas beaucoup. Enfin, j'écoute évidemment, je suis pas un mec débile, etc. Mais ça m'intéresse pas tellement. Et en plus, je n'ai jamais donné mon avis en politique. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui le font, et je les respecte. Mais moi, je trouve que non. Moi, je trouve que c'est pas mon rôle de dire. Belmondo m'a toujours dit, nous, on est des guignols. Faut pas le dire. Chacun. Il y a un truc qui s'appelle l'isoloir. Donc moi, j'évite de parler de politique. Ah ouais, Belmondo vous disait. Non, mais Jean-Paul. C'est vrai que d'ailleurs, on savait pas. Jean-Paul, on n'a jamais su pour qui il votait. Il l'a jamais dit. Voilà, je pense que il faut pas trop. Alors. Encore une fois, j'ai beaucoup d'amis qui le font, mais moi, c'est pas mon truc. Et puis je ne m'y connais pas beaucoup, donc je vais pas plonger là-dedans. Vous pensez que ça peut avoir un effet contraire à la volonté? Ah bah oui, je pense que oui. C'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de répulsion. Cet acteur, il me dit de voter ça, bah tiens, pour... Il faut faire attention. Maintenant, il faut faire attention à tout. Franck, Dubosc qui avait soutenu les Gilets jaunes, et puis après il s'était énervé parce qu'ils avaient tout pété, etc. C'est terrible, après il l'a payé. Il faut faire très attention, il y a certains acteurs qui l'ont payé cher. Donc en cela, je pense que c'est pas la peine d'y aller. Et puis moi, c'est vraiment... puis je connais vraiment pas grand-chose. Je vais pas ouvrir ma gueule sur des trucs que je connais pas. Je dois dire franchement que ça m'intéresse pas beaucoup. Et là, je suis très, très sincère. Dire les trucs, pour qui je vote, les gens vont dire oui, mais c'est un privilégié qui gagne bien sa vie. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas. Puis moi, je suis pas là-dedans, quoi. Alors, on se connaît depuis peu, mais à travers toutes les questions, vous voyez que c'est pas tout à fait mon truc. Moi, c'est pas ça. Non, je suis un citoyen, je vote. Mais voilà, ça s'arrête là. Je vous crois, vous les imitez pas. Ben, la preuve, j'en fais un petit, c'est Sarko. Je laisse les politiques, justement, aux vrais imitateurs, comme mon copain Laurent Gérard, etc., qui sont vraiment des gens qui sont très engagés. Vous ne feriez pas une matinale radio pour faire l'imitation non. tous les... Non. On va à la voiture pas mon truc. Pour aller vers notre prochain point. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais c'est sublime. Moi, mon truc, voilà, c'est ce dont on s'est parlé, c'était, en tout cas à travers ce spectacle, c'est de rendre hommage à tous ces acteurs et d'amener les gens à un truc rigolo et qui fait qu'à la fin, c'est très émouvant et que les gens étaient très touchés. Ouais. Et en même temps, ils riaient beaucoup. Alors, je fais Prévost, je fais tout ça. Mais tu vois, ça reste bon enfant. Extraordinaire. Et toi, vous êtes tous à chier. Ta gueule, Thibaut, vous êtes tous des ringards. Tais-toi, ta gueule. Ta gueule. J'adore les femmes au téléphone qui parlent comme ça, très belle. Voilà, non mais je te réponds. Là, vous l'avez plus sur le geste sur la les yeux. Tais-toi. Oui, mais les yeux comme ça. Ah chier, tais-toi, ta gueule. Fais pas le camp. Ta gueule, tais-toi, ta gueule, ta gueule. Il m'a appelé tout à l'heure. Mais il y en a. Tais-toi. Thibaut, ferme ta gueule. Mais je deviens l'autre. Voilà, celui que vous avez sur la gestuelle, c'est Delon. Delon, je le fais muet. Ouais. Alain Delon. C'est Alain Delon. Moi aussi, j'aurais voulu jouer les rôles. J'aurais voulu jouer les rôles de Louis de Funès. Ça va pas du tout, tu vois. Salomon, vous êtes juif? C'est pas grave. Je regarde quand même. Voilà, enfin bon, on va faire un petit tour où là maintenant? On a dit qu'on parlait de Francis Huster. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se passèrent en 1940 à Oran. Oran est une ville qui tourne le dos. Ça, c'est La Peste par Francis Huster. Je l'ai vu 40 fois, je le connais par cœur. On prend cette navette là? Je vous laisse monter en premier. Allez, hop, je me mets où, cher Thibaut? Face à la route, vous avez un peu d'eau. Génial. Et on a vu votre très beau caleçon. Mon caleçon rose? Non, noir à fruits rouges. Un noir à fruits rouges. Ouais. Je l'ai piqué à mon fils. Il va être furieux s'il voit l'émission. Je l'ai piqué à mon fils. Comment ça se passe, Thibaut? Ça se passe bien. Et pour vous? Ça va. Super. Ouais. Super. Je réponds à toutes les questions avec l'amitié parfaite, la franchise qui me caractérise, le côté l'intelligence, je dirais la culture. Ce type tellement formidable. La fête de la musique, la Gay Pride, la place des Vosges. C'est maintenant, c'est intelligent. J'aime beaucoup Antoine Duléry. Et vous faites aussi de la politique. Vous venez d'où? Vos parents, c'était qui? Et votre famille, c'était quoi? Mes parents, je suis d'une famille bourgeoise, mais pas à l'aise, mais pas des grands. Voilà, on n'était pas super riches, mais normal. Mon père était
très artiste dans l'âme et fils d'acteur. Et il a fait un métier dans l'exportation. Mais il n'était pas fait pour ça, mon père. Toute sa vie, il a fait ça, mais à 60 ans, il a pris sa retraite et il a fait ce qu'il aimait le plus au monde, c'est peindre, dessiner et écrire des poèmes. Il écrivait magnifiquement. Donc il était fils d'acteur, parce que mon grand-père était donc l'acteur. Donc votre fibre artistique, vous la tenez plutôt du côté de votre père? Complètement. Ouais, et votre complètement. mère? Et ma maman, d'origine bretonne, mère au foyer, s'occupant de ces deux garçons, mon frère Michel et moi-même. Donc famille assez classique. J'ai pas à me plaindre du tout de mon enfance. On peut avoir toujours des manques, des trucs, après il faudrait s'allonger. Mais vous l'avez fait d'ailleurs? Oui. Ouais. Pas beaucoup, mais je l'ai fait de temps en temps. Ça à temps en temps. Oui, je l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai pas fait beaucoup. Mais de temps en temps, ça veut dire que vous y revenez. Ouais, je suis revenu. Ça m'est arrivé 2-3 fois, pas de m'allonger, mais d'aller voir quelqu'un, parce que justement, au moment de faire ce one-man show, j'avais tellement peur d'y aller depuis longtemps. J'avais été voir quelqu'un pour plus un comportementaliste, pour qu'il essaye de me dire d'où venaient mes freins. Pourquoi cette peur de faire les choses? Et en fin de compte, parce que mon grand-père, qui était comédien, qui a fait une carrière d'acteur, qui a même été au Français, mais il a eu des moments difficiles. Et il a écrit un livre où il fait un portrait très dur de lui, en disant « Je n'ai jamais atteint la célébrité, c'est un métier très dur, où en gros on ne réussit jamais. » Donc malgré eux, je suis quand même né dans une famille où la réussite, c'est pour les autres. On descend, Antoine, et vous me racontez comme ça, on va... Oui, d'accord. Allez, hop, on descend ici. Si j'avais fait ce one-man show plus tôt, peut-être que j'aurais justement été connu plus tôt. Aujourd'hui, tout ça paraît très loin, évidemment. On vous interviewe, vous êtes... Voilà. Mais est-ce que à une époque, il y a une frustration, il y a un truc, pourquoi moi j'y suis pas comme aussi haut que certains mecs de ma génération? Est-ce que ça vous est vu ou ça se trouve vous allez dire pas du tout? Bien sûr, on a tous des jalousies, des pourquoi. Bien sûr, j'ai été jaloux d'acteurs en disant merde, pourquoi il a ça, pourquoi pas. Bien sûr, mais en même temps, je savais au fond de moi que j'étais le responsable. Je me dis, lui, il a fait son one-man show, moi je l'ai pas fait, fais-le. Je savais au fond de moi-même. Alors, il est toujours facile d'accuser les autres. Ah, ils réussissent mieux, ah, ils ont de la chance, ah, si j'avais su, ah, si j'avais... Mais pas du tout. Je savais au fond de moi que j'avais fait ton one-man show, fais ton spectacle, et j'aurais sans doute dû le faire beaucoup plus tôt. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et je l'ai fait à 50 piges, mais je l'ai fait parce que c'était le moment, et surtout, je me suis dit, si je le fais pas, je vais crever. Vraiment, je vais crever, je vais me faire une maladie, parce que je le regretterai toute ma vie. J'ai tout arrêté, je me suis retrouvé à 50 balais dans une petite salle de 80 places, pour la première, les jambes tremblantes, avec ma femme qui me tenait la main, je repartais de zéro. Mais ce spectacle, j'ai joué pendant 10 ans, ça a été un carton. Mes parents m'ont vu, mon père m'a vu, mes enfants m'ont vu. Et ça, c'est inestimable. Voilà, j'ai enfin osé être ce que je devais être. Et j'ai enfin osé à me mettre dans les lumières tout seul. Moi, je suis très très heureux qu'on me reconnaisse dans la vie. Je suis très heureux de faire des selfies. Je suis très heureux. J'ai été longtemps anonyme. Et j'en souffrais. Parce que j'étais avec des copains qui, eux, étaient déjà très très connus. Et moi, on me regardait. Quelquefois, les gens vous serrent la main sans vous regarder. Et puis, j'avais très très envie d'avoir une reconnaissance. Et je pense aussi que c'était par rapport à mon grand-père. J'ai une espèce de vengeance par rapport à lui. Donc je suis très très heureux maintenant, voilà, qu'on fasse cette émission ensemble et que les gens... Mais pour vous dire un truc très touchant, il y a quelques années, je commençais déjà, voilà, les gens étaient contents de me voir. Je suis dans une gare avec mon père. Un type arrive et me demande un autographe. Donc je signe l'autographe. Et mon père a remercié le type. Non. Merci monsieur. C'est-à-dire merci d'avoir demandé un autographe à mon fils. Bon alors, Quai d'Anjou? Quai d'Anjou, alors, Quai d'Anjou. Parce que là... Quai d'Anjou, un peu plus loin. Là, donc vous avez lu... 1978. Oui. Je veux faire ce métier. Je vais chez Florent. Mon père me dépose Florent. ici, je crois que c'était au cours Florent. Ouais. Et il me dépose au cours Florent. Je monte les jambes... j'avais le trac, hein, j'avais jamais fait quoi que ce soit. Je suis monté et c'est là que tout a commencé. Donc c'est formidable parce que le Quai d'Anjou... on va être devant là tout à l'heure, enfin on y est déjà. C'est là où on répétait les scènes, c'est là où j'ai rencontré Francis Huster. Qui était votre prof? Ouais, j'ai écrit une pièce avec l'ami Charmetan qu'on joue au théâtre de l'Athénée. Il vient nous voir, il vient voir ses anciens élèves, il dit c'est formidable les gars, bravo. Mais moi je monte le CID chez Renaud Barreau, ça vous dirait de venir?
Ah bah ouais, avec Jean Marais en plus, encore un autre héros. Ah oui, voilà. Un autre héros de mon enfance, les Oui. films de KPDP et tout ça. C'était une grosse vedette. Et pour moi, c'est juste avant Jean-Paul, c'est les films de KPDP, c'est le bossu, c'est le. Pour moi, le c'est capitaine- Fantomas, vous voyez. Fantomas, bien sûr. Et encore, vous êtes tout jeune. C'est Fantomas, c'est tout. Donc je suis ravi de rencontrer. Jean Marais Ah, bien sûr. Non. Bien sûr, je le faisais dans mon spectacle, parce que je raconte aussi des vraies choses qui me sont arrivées dans la vraie vie. Donc je parle de Jean Marais. La première fois que je le vois, c'est la première fois qu'on va jouer le spectacle, c'était au Rond-Point. Il faisait très chaud. Moi, j'étais tout le temps avec lui. Il jouait Don Diego, le père de Rodrigue. Il avait un petit ventilateur à la main. Alors je lui ai dit, mais on était fin août. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo? Et il m'a répondu, écoute, il fait tellement chaud. Alors je me le fous dans le cul puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. Et là, il est rentré sur scène pour faire Rodrigue. C'est extraordinaire. Et j'ai adoré ce monsieur. Ouais. Et c'est là que Huster vous donnait les résultats du foot au milieu des... Ah oui. Ah, c'était extraordinaire. Il avait mis une petite télé juste à la sortie de la scène. Ouais. Alors il regardait les Donc on est en quoi, 86? 85-86. Ouais, 86, ouais. Et il nous donne les résultats sur scène. Donc c'est la Coupe du Monde? Voilà, Ouais. exactement. Il nous donne les résultats sur scène, c'est Et extraordinaire. comment il fait? Sous-moi donc cette troupe savante 2-0. Et porte sur le front une malle assurance 1-0. Et ce public n'entend pas parce qu'il le dit très vite. Et nous on est à côté Parce qu'il joue le habillés Cid quand même. habillé en perruque et on entend ça, il fait « Allez, mais c'est toi, Chimène, te voilà, Chimène. » 1-0. Et alors, vous savez, ils se tournent vers nous, les gens n'entendent pas. Alors le public est là, ils se tournent vers nous, les gens ne peuvent pas entendre. Extraordinaire. Il y a tout Extraordinaire. un tas de choses qu'on voit pas. C'est-à-dire que non, nous, on mais imagine c'est que les acteurs extraordinaire. viennent au théâtre, se pointent devant nous, sont dans leur rôle, stressés, pensent au Oui, mot mais il y a près. ça aussi. Mais en fait, il y a un paquet de conneries qui sont dites et faites sur scène. Il peut y avoir ça. Non, ce qu'il faut quand vous jouez au théâtre, il faut être complètement dedans et en même temps entendre tout ce qui se passe. Ouais. Le mec qui arrive en retard, le type qui tousse, etc. Si vous êtes trop dans votre truc, vous n'êtes pas un bon acteur. Mais il y a des trucs formidables qui se passent, mais malgré eux. Oui. Claude Brasseur m'a raconté que quand il jouait le souper avec Claude Rich, il mangeait vraiment sur scène. Ils sont deux sur scène. Talleyrand et Fouché, et ils s'engueulent. Alors tous les soirs, ils mangeaient une tranche de saumon. Donc on est en 1780, ils ont tous des perruques, les deux. sûr. Et à un moment donné, Claude Brasseur engueule Talleyrand, et il lui fait Fouché, en gueule. Ta gueule, Talleyrand, arrêtez! Vous êtes un fouille-merde. Puis là, il veut rebouffer sa tranche de saumon, Claude Brasseur, et il la voit pas. Il lève la tête, il voit Claude Rich en larmes. Il avait tellement tapé fort que la tranche de saumon est arrivée sur sa perruque. Qu'est-ce qui se passe? On baisse le rideau. Ah, on baisse le rideau. Ah oui, la salle est en larmes. Claude Rich, il peut plus parler. Ouais. Il voit son pote avec une tranche de saumon et Claude s'en est même pas aperçu. Donc, mais après, il faut repartir en sérieux. Ah oui, hein. oui, bah oui. On y est là au cours Florent de l'époque? C'est pas loin, je crois que c'était 37. Alors là, attendez. Je crois, hein, je me souviens plus exactement. Mais on y est, bien sûr. Oh, regardez bien sûr. ça quand même. Non, mais c'est sublime. Alors là, on descendait Ouais. et on répétait nos scènes tout le temps. Là, c'était formidable. J'ai vraiment un souvenir merveilleux. Et puis tout était possible. On savait pas ce qu'on allait devenir, mais on y croyait dur comme fer. Vous jouez avec donc Jean Marais, Huster 85-86 par là. Ouais. Et donc, arrive le moment, parce que vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, les 95, vous vous retrouvez avec Belmondo. Comment vous vous retrouvez dans cette pièce avec lui pour jouer le fil à la patte? Ah ben c'est très Comment simple. ça se fait? Eh ben c'est très simple. Je vais vous dire, je fais mon premier film avec Claude Lelouch qui s'appelle Tout ça pour ça. Donc là, c'est 93. 92, bien 12, joué. ouais. Et ça se passe très bien avec Claude parce que bon, moi j'aime bien improviser tout ça. 2 ans après, Claude me rappelle et me dit Antoine, tu vas jouer dans mon prochain film. Est-ce que tu aimes Jean-Paul Belmondo? Et là je fais bah non, j'aime pas du tout. Tu t'imagines? Et il me dit bah, tu vas jouer avec lui dans Les Misérables. Et c'est là que notre amitié naît avec Jean-Paul. C'est là où il me prend, voilà, où il m'invite. On me dit tiens Jean-Paul, t'attends à sa table le soir, etc. On parle beaucoup de théâtre, beaucoup des vieux films, des vieux acteurs. T'as de la culture, en fait, t'es pas comme certains de tes camarades qui connaissent rien. Donc ça lui plaît chez moi, parce que c'est vrai que par mon grand-père, l'atavisme, même si je l'ai pas connu, je m'intéresse très tôt à tous ces textes, donc je suis pas mal fort en anciens films et en pièces de théâtre. Faut pas m'emmerder quand même beaucoup là-dessus.
Donc ça se passe bien avec Jean-Paul, ça lui plaît. Il a du répondant avec moi. Et je suis jeune, hein. Donc il dit, il est bien ce petit jeune. Et là, donc on devient... c'est le début de notre amitié. Et il me branche sur la pièce qui va jouer 2 ans plus tard, qui est La puce à l'oreille. Et je fais le rôle que devait faire Francis Perrin, et Perrin ne pouvait plus le faire. Et il souffle mon nom à Bernard Murat, et je me retrouve à faire 230 fois La puce à l'oreille avec Jean-Paul. Et puis ça a vraiment scellé notre amitié à vie. Vous avez fait le Florent, mais vous n'avez pas réussi à faire le conservatoire. 4 fois je l'ai raté, 18, 19, 20, 21 ans. Florent me disait, passe le pas. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais pas bon, trop le trac, j'aimais pas jouer en 3 minutes 12. Les gens tout de suite, je pense que j'étais pas prêt, j'étais pas bon, j'étais stressé. Et je l'ai raté 4 fois, mais c'est grâce à ça que j'ai pu écrire cette pièce avec mon pote Charmetan qui m'a après permis de rencontrer Huster et Patati et tout ce qu'on vient de se dire. Donc, comme dirait notre ami Sarkozy, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Alors finalement, moi, le fait de rater 4 fois le conservatoire a fait que j'étais obligé de me bouger le cul et d'écrire cette pièce qui m'a amené après plein de belles choses. Antoine, arrêtez de vous arrêter, on est en retard. Il faut qu'on y aille. Ouais. C'est quoi les cours ici? C'est pas maths, non, les cours, c'était... On vous apprenait à pleurer sur commande. Ouais, à jouer, à donner des intentions, à tout ça. Donc, c'est ça qui était vachement intéressant au cours Florent. C'est-à-dire, c'est quoi de donner une intention? Ben, comment une intention de jeu, comment vous allez jouer cette scène, est-ce qu'il faut la jouer agressive, pas agressive, travailler. Là, par exemple, on est là. Ouais. Et vous devez dire, franchement, comme c'est beau Paris, j'ai jamais vu un endroit aussi merveilleux que celui-ci. Ouais. Vous devez le jouer de 3 manières différentes. Oh là, j'ai jamais vu Paris comme ça. J'ai jamais vu un endroit aussi beau. J'ai jamais vu un endroit aussi beau. Ça. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau que Paris ce soir. Et je me prosterne devant cette cathédrale, la ville des Lumières. Tu vois, on peut tout faire. Mais c'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant, c'est de parler à un bout de scotch au lieu de parler à l'acteur, parce qu'il n'y a pas la place pour le mettre, c'est avoir des marques sans les regarder. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Moi, j'ai eu un fou rire épouvantable. Il faut que vous me fassiez venir un jour sur un plateau de tournage. Quand vous voulez, j'ai eu un fou rire épouvantable avec Pierre Arditi, on n'a pas pu tourner la scène ensemble. Donc à la fin, on a parlé chant contre chant. Moi, j'ai parlé à un scotch, et il s'est caché, et quand il me parlait à un scotch. Vous faites aussi Arditi? Ah bah voilà, bah bien sûr. C'est-à-dire? Ah bah je fais Arditi, je m'amuse à l'imiter. Il dit tout 2 fois, Pierre, bah voilà. Non, quitte cette profession du Léry, elle n'est pas faite pour toi, voilà. Hein. 1715, non mais qu'on me donne un mur, cet homme est fou, cette femme est folle. On a parlé de votre rencontre avec Belmondo, celle avec Johnny. L'autre monstre sacré, c'est Aznavour. Comment vous le rencontrez, Aznavour? Alors Charles, c'est lui qu'un jour je suis à l'Olympia. Je suis avec mon copain Jean Dujardin. On est allé voir je ne sais plus quel chanteur, et il est là en coulisses. Il est allé voir le chanteur. Et il nous dit, venez tous les deux. Je peux prendre une photo avec vous? Alors déjà, c'est Charles qui nous demande de prendre une photo avec nous. Ça aurait dû plutôt être l'inverse. Alors moi, je dis, bien sûr, monsieur. Et il me dit, moi, je t'aime beaucoup parce que je suis fan d'Agatha Christie. Il était fan d'Agatha Christie. Et il les regardait tous. C'est comme ça qu'on est devenus amis sur le tard, enfin, tu vois. Et il m'aimait bien, et je l'aimais beaucoup. Et j'ai fait d'ailleurs je l'ai appelé, je raconte toujours cette anecdote qui est très touchante, je l'ai appelé un jour, et je lui ai dit, ça va Charles? Il me dit, oh Antoine, comment tu vas? Je dis, et toi? Il me dit, je rentre du Japon, 94 ans, j'ai chanté. Je suis le dernier, mais je suis là à Paris avant de retourner dans le sud. Et je dis, t'es là cette semaine? Oui, je suis là. Et je dis, on va faire un déjeuner avec Jean-Paul. Avec plaisir. Donc j'appelle Jean-Paul, on bouffe tous les 3. C'était mardi, et mercredi, et à la fin du repas, je mesure ma chance, même si je les connaissais très bien tous les deux, je dis quand même, les amis, c'est un honneur de déjeuner avec vous, quoi. Je suis avec quand même Bébel et Charles. Et il me dit, c'est peut-être un honneur pour toi, mais pour moi, c'est un bonheur. Il aimait bien les jeux de mots. Qu'est-ce que vous faites demain à midi? On était en train de déjeuner. Bah, moi, j'étais libre, Jean-Paul travaillait plus. Bah, on fait rien. On va redéjeuner ensemble, mais dans un autre restaurant, mais c'est moi qui vous invite. Donc là, je les invite, moi, et le lendemain, on va déjeuner ensemble. Donc le mardi et le mercredi. Je termine à 4h l'après-midi, on picole, on bouffe. Le lendemain, je l'appelle, il me dit, il était content, Bébel, etc.
4 jours après, il est mort. Le lundi matin, il est mort. Et c'est pour ça que ça m'a... C'est très beau, ça paraît triste, c'est très beau, parce que comme s'il avait senti qu'il fallait prolonger le bonheur, et on a les mêmes ont déjeuné 2 jours de suite. C'est très rare. Oui, non, on fait pas ça. Jamais. À part avec les collègues de boulot. Et il m'aimait bien, il était venu me voir dans mon spectacle, justement, d'imitation. Il était venu me voir à la Gaîté Montparnasse. Le premier jour, il s'était gouré d'horaire. Je l'avais attendu. Je lui ai dit, Charles, on va lever les rideaux, tu arrives? Je suis là à 18h. Mais je dis, non, c'est 17h. Merde! Je viendrai la semaine prochaine. Et on a passé 3 heures ensemble. C'était. Parce qu'il paraît moins évident et moins naturellement sympa que Johnny et Belmondo. Oui, parce qu'il avait un côté dur, comme ça, il en avait tellement chié. Il avait effectivement une réputation d'un mec assez dur, mais moi, j'avoue que je l'ai connu sur le tard. Ouais. J'ai pas connu ça. Mais je le faisais marrer, il m'aimait bien, il était content de me voir, et moi, évidemment, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Alors là, pour le coup, quel mec, quoi, quel mec. Où est-ce que vous m'emmenez, là? Mais je connais pas du tout. Mais si, c'est vous qui nous avez pas demandé du tout. de venir là. Mais je connais pas. Regardez, on va se mettre ici. On va pouvoir voir de là. La Pérouse. Alors la Pérouse, c'est un lieu mythique. C'est un lieu mythique qui est resté dans son jus. Ouais. Il y a plein de salons extraordinaires. Le propriétaire est un grand ami à moi, Benjamin Patou, et c'est ici que j'ai fêté notamment mes 60 ans. C'est pas vrai. Avec mon père, mais j'en ai plus. Et j'ai fêté mes 60 ans ici avec Jean-Paul Belmondo, Christophe Lambert, mon papa, ma maman, mes enfants. Et c'était un moment absolument délicieux. Donc j'adore revenir dans cet endroit, qui est un endroit chargé d'histoire, où tous les grands de ce monde sont venus. Ouais. Et il y a des salons où d'ailleurs on va y aller. Ils faisaient beaucoup de choses interdites. Il y a l'histoire des diamants. Monsieur. Des diamants. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour monsieur. Bien. Voilà. Ça, c'est Paris. Ah oui. Ça, c'est Paris. Petit salon quand même exceptionnel. La forme. Ça va bien? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Formidable. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Profitez bien. Voilà. Ah oui. Voilà un salon qui restait tel quel. Alors là, on dit que les courtisanes, pour être sûres que leurs amants leur avaient offert une vraie belle bague, elles faisaient ça pour vérifier que c'était des vrais diamants. Donc tout ça date d'il y a très 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 longtemps. Et ça, c'est resté dans le jus. Donc il y a vraiment des gens qui se donnaient rendez-vous ici. Ils sont tous venus ici, hein. Victor Hugo, Théophile Gautier, je sais pas, Napoléon, tous. C'est un lieu mythique. Vous êtes devenus aussi, c'est en ça où je crois que vous avez un truc hallucinant. Vous êtes devenus plus ou moins copains avec Arletty. Mais comment c'est possible? Alors Arletty, j'étais aussi fan d'Arletty. Je me souviens d'ailleurs, j'étais chez ma copine Agnès Jaoui quand ça s'est passé. Et j'ai dit, tiens, moi j'aime tellement cette actrice. Et j'ouvre le bottin et je vois Arletty avec le numéro de téléphone. Donc j'appelle. Et là, il y a une femme, une dame de compagnie, je comprends que c'est pas elle, qui fait « Bonjour monsieur, c'est de la part de qui ?» Je dis bah, « Écoutez, Antoine Duléry, un jeune acteur, je voulais parler à mademoiselle Arletty. Ne quittez pas, je vous la passe. » Et là, j'entends un temps. J'ai le cœur qui bat et j'entends d'un coup, tu sais, comme les vieilles qui mettent le temps à prendre le... Allô? Et là, je vois les enfants du paradis, tout ça. Qui c'est? Je dis, c'est Antoine Duléry. Ah bon, vous faites quoi? Vous êtes un jeune acteur? Je joue avec Huster. Ah, je l'aime bien, Huster. Bah, écoutez, rappelez-moi. Et j'ai eu une correspondance téléphonique avec elle, 5-6 fois. Je l'appelais. Bonjour Antoine. Alors je voulais la voir. Mais là, ouais, Paris est trop petit pour Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Et elle était contente. Après, on avait des rendez-vous téléphoniques. Et à la fin, je lui ai dit, je me souviens le dernier coup de fil, je lui ai dit au revoir madame. Elle a fait non, appelez, je vous appelle Antoine, appelez-moi Arletty. Et je voulais la voir. Mais elle voulait pas parce qu'elle était totalement aveugle, la pauvre, et elle voulait pas qu'on la voie dans cet état-là. Les femmes, justement. Il y a un débat en ce moment dans le monde du cinéma avec l'arrivée de MeToo. Et vous, par exemple, vous avez signé la tribune en faveur de Gérard Depardieu. Est-ce que vous le regrettez? Je le regrette. Parce que c'était pas entendable à l'époque et qu'après on s'est
aperçu que c'était un type visiblement d'extrême droite qui avait demandé ça à tous les acteurs. En cela, oui. Maintenant, quand j'ai signé, ça n'avait rien à voir avec le fait de remettre en cause les accusations de Gérard. C'était juste pour la présomption d'innocence. C'est simplement qu'on voulait, tous les signataires voulaient simplement qu'il fallait laisser d'abord passer la justice. Mais c'était pas entendable à l'époque, donc je ne le referai pas. Je ne le referai pas. Je ne le referai pas. Depardieu, ça a été, je parle pas de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a fait, mais de la génération d'avant, évidemment, c'est un acteur qui a tellement compté pour nous, tellement. Il a tout balayé, quoi, comme Jean-Paul Belmondo à son époque. Jean-Paul a tout balayé, et ensuite c'est Depardieu, qui a ramené une espèce de... Oui, on a l'impression que c'est Gabin, Belmondo, Depardieu. Ouais, voilà, exactement. Oui, complètement. Ce mouvement MeToo, est-ce que vous l'avez senti venir et vous l'avez pris, enfin, vous et les acteurs, les hommes acteurs, l'ont pris un peu en pleine tête? Est-ce que c'est justifié selon vous ou est-ce que ça va trop loin? Non, ça va pas trop loin. Il faut, de toute façon, parfois, il faut juste trouver un équilibre. Mais toute révolution, parfois, peut être un peu excessive, mais c'est naturel pour que les choses s'équilibrent. C'est très bien le MeToo. On sait très bien qu'il y a, pendant des années, il y a eu quand même des promotions canapés, les trucs, on entendait parler de ça. Et c'est vrai que les femmes étaient nous, les mecs, on était protégés. Il y en a eu certains, bon, qui ont été aussi un peu harcelés, hein. Mais ça n'a jamais été mon cas. Mais on savait, oui, mais ça date d'il y a très très longtemps. Les producteurs, trucs, je vous présente ma nièce, je sais, c'est des trucs comme ça. On savait, bien sûr qu'on savait. Mais moi, jeune acteur, j'étais pas du tout touché par ça. On savait que ça existait. Moi, j'ai pas vu le truc venir. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu Weinstein, tout ça. Moi, je suis tombé un peu dénu. Un acteur comme vous, ouais. Sa vie ressemble à quoi concrètement? Est-ce que vous faites des castings ou plus? Alors, il peut m'arriver de faire des essais. Ouais. Casting, oui, c'est ça, c'est casting. J'en fais moins qu'avant. Mais ça m'arrive, oui, il y a des gens qui ont besoin de faire des essais, et je trouve ça tout à fait louable. Ça marche ou ça marche pas. J'ai fait des castings qui n'ont abouti à rien. J'ai fait des castings avec François Ozon. Bon, il a pris un mec qui avait rien à voir avec moi. Un acteur comme vous, combien vous faites par an, film, petit rôle, second rôle, premier rôle, théâtre, en moyenne sur les 5 dernières années, disons? Je dirais 4-5 par année, mais c'est très possible. C'est très variable parce que ça peut être un truc important, ça peut être un guest. Moi, je fais aussi beaucoup de participation. Ça peut être une pièce. Et une pièce, c'est en général sur un an, donc c'est pas tous les ans non plus, parce que c'est quand même fatigant de jouer au théâtre. C'est un peu difficile de répondre à cette question, parce qu'il n'y a vraiment pas de régularité. Le seul truc dont je ne peux pas me plaindre, c'est que moi, j'ai toujours tourné relativement tout le temps, que j'ai jamais eu de trou. J'ai pas eu un trou total pendant 6 mois ou 1 an. Est-ce que vous êtes riche? Un acteur comme vous, est-ce qu'il est riche? Non. 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 Je suis pas riche, je vis, je suis pas pauvre, parce que oui. Pauvre, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai une maison en Bretagne, j'ai une maison qui est pas à moi encore, mais que je paye. Mais je vous réponds, je vis tout à fait correctement, surtout par rapport à d'autres, etc. Mais je ne suis pas riche, non. Je vous dis sincèrement, non, je suis pas riche du tout. Ouais, non, mais vraiment. J'aimerais vous le dire, mais j'ai des copains qui le sont. Ouais. J'ai des acteurs qui le sont, bien sûr. Moi, je ne suis pas riche. Par exemple, vous gagnez combien par an? Ah, je peux pas. Mince, j'ai cru que j'arriverais à savoir. Non, mais là, parce que ça m'intéresse. J'ai eu des années, j'ai eu des bonnes années, puis j'ai eu des années qui ont été pas moyennes, quoi. Je veux dire. Mais pour répondre très simplement, il y a des mois qui sont bien, puis des mois qui sont difficiles, comme tout Français, bien sûr. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dès que vous avez une notoriété, on dit ah tu rigoles, etc. Non. Et puis moi, je fais pas tout pour l'argent. Je choisis, mais je fais pas des trucs pour le pognon. Je fais des choses qui m'intéressent. Donc je préfère ne pas travailler pendant quelques temps et que le mois soit un peu plus difficile, mais pour faire des trucs qui me plaisent. Donc c'est compliqué parce qu'on travaille parfois beaucoup, puis après on travaille moins, puis on fait des choix, il faut équilibrer. Mais je suis heureux parce que je fais le métier que j'aime, et je suis riche de mes amis et riche de mes projets. Voilà. Et le prochain projet, c'est donc Avignon, tout le mois de juillet. Et Avignon, ça vient tout le mois de ensuite, juillet, enfin un jour sur deux. Voilà. Je joue 10 fois et je vais rejouer ce spectacle sur la lecture qui me plaît ensuite, beaucoup. ça fait un petit tournée en France. Oui, après on part en tournée. Ah ben voilà. Donc c'est génial. Merci Anthony. Bon, on finit par une imitation quand même. Un petit chalet, voilà. Très content d'être ici. J'aime beaucoup ce restaurant La Pérouse et puis j'aime beaucoup les gens qui sont passés avant moi ici. Et puis je passe la place à Daniel Paolo-Cachier.